Bonsoir à tous. Dans Place au débat ce soir, nous allons parler de la situation des droits de l'homme en Algérie, notamment avec la publication du rapport mondial de Amnesty International. Nous parlerons également de cette protestation importante chez les étudiants en pharmacie, les professeurs d'université et les persécutions contre la secte des Ahmadiyya. Plusieurs de ses membres ont été arrêtés. Nous en parlerons ce soir avec nos invités. Place au débat. Bonsoir à tous, bienvenue donc à ce nouveau numéro de Place au débat sur Cholour News. D'abord, on souhaite la bienvenue à nos invités. Bonsoir Fadour Santeni, vous êtes avocat, président de la Commission nationale de promotion et de protection des droits de l'homme. Avec nous Hassina Ousdir, vous êtes directrice d'Amnesty International Algérie. Avec nous également Sami Ousdir, vous êtes le coordinateur de Ibtikar Algérie. Et nous allons donc parler aujourd'hui d'un thème qui nous concerne et qui nous intéresse tous, mais de manière un peu précise, la situation des droits de l'homme, avec notamment Amnesty International qui a publié donc son rapport mondial il y a quelques jours. Nous allons parler du cas algérien. Nous allons parler aussi, comme on l'a dit, de la secte Ahmadiyya. On en a tous parlé, mais on ne connaît pas encore les détails de cette affaire. On sait seulement que plusieurs de ses membres ont été arrêtés. La liberté de culte en Algérie est-elle menacée ? C'est la question que nous allons nous poser. On commence avec vous, Hassina Ousdir. Chaque année, Amnesty International publie un rapport sur les droits de l'homme. Plusieurs pays, tous les pays du monde sont concernés, l'Algérie aussi. Le rapport de cette année, est-ce qu'il note des améliorations ou de la régression? Malheureusement, le rapport annuel d'Amnesty International de 2016, qui traite 159 pays, marque une régression de la protection des droits humains dans le monde entier. Cette régression de protection des droits humains, on la constate au niveau national des États, au niveau régional et au niveau international. Si je dois donner un exemple et une tendance assez alarmante, on constate une montée des discours de haine, de division, qui font que des groupes de personnes, que ce soit les musulmans, que ce soit les migrants, que ce soit les femmes, sont traités comme boucs émissaires par les dirigeants politiques pour masquer leur manquement aux droits fondamentaux. Vous êtes d'accord, M. Santeni, c'est une régression mondiale en matière de respect des droits de l'homme? Oui, c'est une régression d'ordre planétaire et je ne vois aucune raison pour que l'Algérie y échappe particulièrement. Mais enfin, moi je respecte le point de vue qui n'est pas totalement le mien. Moi je pense que nous avons progressé quelque peu, très modestement, mais progressé quand même. Parce que, comme je le dis toujours, vous savez, les droits de l'homme sont avant tout une culture qu'il est difficile de répandre et qui demande du temps pour être répandue, comme il se doit. Bon. Moi, je continue à être optimiste, bien que j'ai constaté qu'il y a des difficultés à progresser. Elles sont de tous ordres, mais elles existent. Bon, ce n'est pas une raison pour baisser les bras, ce n'est pas une raison pour voir les choses en noir et être pessimiste, comme l'est, à mon avis, le rapport d'Amnesty International. Pour vous, le rapport de Amnesty est un rapport noir et pessimiste, Maître Santeni? Oui, c'est un point de vue que je respecte. Moi, personnellement, je ne veux pas faire imposer mon point de vue à cette institution. Mais en ce qui concerne l'Algérie, moi, je pense que des progrès ont néanmoins été faits et qui n'ont pas été appréciés à leur juste dimension. Mais peu importe, l'essentiel, c'est que nous échangions et que, vu de l'extérieur, évidemment, peut-être que l'Algérie donne une image qui n'est pas la même que celle que l'on voit de l'intérieur. Beaucoup de gens, notamment Maître Santeni le disent, aussi des gens dans le gouvernement, dans l'opposition aussi, ils disent que parfois Amnesty a toujours un rapport noir et pessimiste. Est-ce que vous êtes d'accord? Je dirais, la vraie question, c'est pas si on est pessimiste ou optimiste. La question, c'est la réalité du terrain. La question est
Est-ce que les crimes de guerre sont poursuivis? On a assisté à la destruction d'Alep, aucune réaction de la communauté internationale. On a assisté à des bombardements sur les civils dans les hôpitaux au Yémen, dirigés par la coalition internationale sous l'égide de l'Arabie saoudite. En Afrique, les conflits continuent. Là, on voit bien qu'au niveau international, la communauté internationale, et tout spécialement les membres du Conseil de sécurité, ne règlent pas, ne veulent pas régler des conflits anciens, comme celui d'Israël et les colonies de peuplement qui ont recommencé après l'arrivée du président Trump, et qui, en même temps, au niveau national, il y a une régression, dans le sens où, aujourd'hui, les défenseurs des droits humains sont harcelés et poursuivis. Et ça, je pense que c'est important de le dire, parce que les tendances internationales et régionales vont influer également sur l'Algérie. Le point positif, optimiste... Ah, parce qu'il y en a un. Oui, et il y en a un, je crois, et c'est important de le dire, c'est que malgré cette politique de ces dirigeants qui portent atteinte aux droits humains au niveau international, national, comme je l'ai dit, partout dans le monde, des femmes, des hommes continuent à résister, continuent à dire qu'il ne peut pas avoir de sécurité si on n'a pas de protection des droits humains. Et il faut préciser que dans son dernier rapport, Amnesty International aussi dénonce le discours de haine des leaders, notamment Donald Trump, le président des Philippines Duerte ou encore le président russe Vladimir Poutine. Le verre est à moitié plein ou à moitié vide, Sami Ouzdir? Écoutez, tout d'abord, je voudrais dire qu'Amnesty International est dans son rôle. Ça veut dire une organisation globale qui a une vision. Son rôle de dénoncer, de dire que ça ne va pas bien. Mais bien évidemment, et ça, elle le fait de façon remarquable. Ceci dit, permettez-moi de vous dire d'abord très égoïstement, je vais vous parler en tant que représentant d'un mouvement politique et aussi et premièrement comme un citoyen algérien. Alors, on parle de l'international sur la régression, sur la montée des populismes, des nationalismes étriqués, c'est une réalité. Je reviens à la réalité algérienne, c'est celle qui nous intéresse et qui intéresse au premier chef vos téléspectateurs. Je pense qu'effectivement, s'il y a eu quelques progrès ici, là, il reste quand même un long chemin à faire. Un très long chemin à faire dans tous les domaines. Et là, permettez-moi de vous dire, il y a différents niveaux à cela. D'abord, il y a la décision politique. Sur certains domaines, elle a évolué, je dirais, en ce qui concerne les droits des femmes, il y a eu une évolution. Lorsqu'il y a une évolution favorable, il faut la noter. Il ne faut pas être dans le négativisme. Ceci dit, sur le plan politique, sur le plan de la société civile, le droit des associations. Vous savez aussi bien que moi que la loi sur les associations qui a été passée il y a quelques années a fait que 80% des associations n'existent plus aujourd'hui. Ce qui fait que normalement, ce qui doit mailler une société civile, vous savez, la société civile, on en parle souvent, sauf que la société civile, il faut lui donner les possibilités de s'organiser. Aujourd'hui, d'une certaine façon, on a tout fait pour qu'elle ne s'organise pas. Et ça, nous le payons. Et même en matière politique, permettez-moi juste de vous dire une chose. Qu'est-ce que la politique, en tout cas ? Je ne sais pas, vous le savez aussi bien que moi, mais laissez-moi juste vous donner une définition. La politique, c'est la résolution des conflits de façon pacifique. Si vous ne permettez pas à la société politique et à la société civile de s'organiser, d'être des mouvements qui sont, qui sont acceptés dans le champ politique, mais qu'on écoute, qu'on entend, même si on n'est pas d'accord, vous laissez alors là le champ libre à la résolution des conflits, non pas de façon pacifique, mais de façon violente. Et je rajouterai un point. Tout le monde parle de l'état de droit. C'est très bien l'état de droit, mais encore faut-il savoir que les pays qui aujourd'hui sont les plus grands producteurs de normes sont les pays autoritaires et totalitaires. C'est-à-dire la loi, il ne faut pas qu'elle soit instrumentalisée. C'est ça qui est important. Si c'est pour être sur des lois iniques, on veut dire, il faut suivre ces lois. Si ces lois ne sont pas des lois qui libèrent mais qui oppressent, eh bien, ce n'est pas cet état de droit que nous voulons pour l'Algérie. Maître Santeni, Amnesty est dans son rôle, dit Sami Ouzdir, de dénoncer, de dire ce qui ne va pas. Est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit au sein de la Commission nationale? Est-ce que c'est aussi votre rôle de dénoncer ce qu'il y a à dénoncer? Bien sûr. Mais exactement. L'Amnesty est dans son rôle, c'est incontestable. Mais nous avons intellectuellement la même démarche. Nous sommes là en tant que commission pour établir d'abord des garde-fous et essayer de faire en sorte que l'État, qui est quand même le plus grand prédateur en matière des droits de l'homme, devienne
le plus grand défenseur des droits de l'homme. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Oui, les choses sont en train de basculer dans la bonne direction. À notre analyse, voyez-vous, mais il est évident que l'Algérie de 2017, sur le plan des droits de l'homme, n'est pas l'Algérie d'il y a 2 décennies. Les choses ont substantiellement progressé. Peut-être insuffisamment. C'est vrai qu'il n'y a rien, vous savez, il n'y a rien de plus volatile que les droits de l'homme. Est-ce que le rapport Il suffit d'un petit incident pour tout remettre en cause. Est-ce que le rapport annuel que vous faites contribue à améliorer les choses, Maître Santani? C'est Est-ce ce que qu'on vous l'avez espère. constaté? Est-ce que vous l'avez constaté, vous qui chaque année présentiez un rapport au président de la République? Est-ce que vous constatez des améliorations dans ce que vous dites et dans ce que vous faites remarquer? Oui, nous avons émis un certain nombre de suggestions qui ont été suivies, notamment en matière des droits de la femme, en matière des droits de l'enfant, en matière, je sais pas, en matière électorale, en matière de constitution, etc. On a émis un certain nombre de suggestions, de propositions qui n'ont peut-être pas été suivies à 100%, mais qui ont été partiellement suivies. C'est ce qui nous donne l'impression, et peut-être même la certitude, que les choses avancent. Peut-être pas à la vitesse qu'on aurait souhaité, ça c'est vrai, mais elles avancent quand même. Et ça, c'est remarquable. Vous savez, je vais vous expliquer notre point de vue. Un État, c'est comme un enfant à l'école. Il faut l'encourager à bien faire. Et quand il fait bien, il faut l'encourager à mieux faire. Voyez-vous? Et non pas nous restreindre uniquement à critiquer et à voir les choses négatives et à la limite dénigrer. Dénigrer, ça n'encourage pas l'État à mieux faire. Or, nous, notre position est la suivante. L'État peut être amené à bien faire, mais il faut conduire à mieux faire par des encouragements. Vous remettez chaque année votre rapport au président de la République. Vous le remettez quand? La prochaine fois ou la dernière fois? Il a été déjà remis dimanche dernier. À qui vous l'avez remis? À Monsieur le Président de la République lui-même. En personne? Bien sûr, mais évidemment, en personne. Et d'après les statuts qui sont les nôtres, dans 2 mois, nous aurons la possibilité, le droit de publier, de rendre public le rapport annuel relatif à l'année 2016. Et le verre est à moitié plein ou à moitié vide pour votre dernier rapport? Quels sont les aspects négatifs que vous avez relevés dans votre dernier rapport, M. Santani? Nous, je vous le dis franchement, nous, c'est la justice qui nous préoccupe parce que nous considérons que cette institution n'est pas à la hauteur de la tâche qui est la sienne. Elle n'est pas indépendante? Non seulement elle n'est pas totalement indépendante comme le veut la Constitution et comme le veut le peuple algérien, mais il y a des décisions de mauvaise qualité qui sont rendues. Je ne parle pas uniquement des décisions d'ordre pénal et d'ordre répressif, parce qu'en général, la presse ne s'occupe que de ce créneau-là. Non, il y a des autres décisions d'ordre administratif, d'ordre commercial, d'ordre civil, où la qualité des décisions laisse beaucoup à désirer. Et ça porte atteinte au patrimoine du citoyen. Et c'est très important de protéger le patrimoine des citoyens. Donc, nous militons, nous faisons en sorte que la justice s'améliore dans la qualité des jugements qui sont rendus et distribués, parce que c'est essentiel à la vie sociale. Hassan Osdir, la justice figure en bonne place dans le rapport Amnesty Algérie cette année. Est-ce que ça reste un problème pour le développement des droits de l'homme dans notre pays? Ce que nous avons noté comme fait marquant, par exemple, sur la situation des droits humains en Algérie cette année, il ne faut pas oublier que nous avons eu une révision constitutionnelle. Et cet exercice, c'est un exercice important pour les droits humains, à double tranchant. On peut faire avancer des garanties constitutionnelles, on peut combler des lacunes, ou on peut au contraire régresser. Dans cette révision constitutionnelle, on a noté des points d'avancement. Certains, c'est la liberté des médias, donc plus de peine privative pour les médias. Nous avons noté également des avancées par rapport à la Commission, qui devient un Conseil national des droits humains, et donc qui devrait avoir une mission beaucoup plus importante pour enquêter et accompagner les droits humains en Algérie. Cependant, ce qui nous semble important en Algérie, c'est que nous avons des garanties constitutionnelles, et certaines depuis fort longtemps. La remarque d'ordre général, c'est qu'il existe des dispositions des lois nationales qui limitent fortement ces garanties constitutionnelles. Et là, c'est un problème. Donc la loi est au-dessus de la Constitution, parfois? Alors que la Constitution devrait être au-dessus de la loi nationale, nous avons des dispositions de la loi nationale qui sont ambiguës et qui
et qui, dans la réalité, font qu'il y a une interprétation large et abusive des droits humains. Je voudrais juste donner quand même quelques exemples pour que ça soit clair pour tout le monde. Quand on parle d'outrage, de diffamation aux institutions de l'État, au président, respect des valeurs de la nation, de la culture, de la nation, des valeurs de l'islam, ces dispositions permettent d'être utilisées pour museler toute critique des défenseurs des droits humains. Et c'est là où c'est important qu'il y ait des projets de loi pour que nos garanties constitutionnelles puissent réellement être appliquées. Parce qu'aujourd'hui, si l'Algérie déjà appliquait toutes ces garanties constitutionnelles... Mais qui dit que l'Algérie, que le gouvernement algérien n'a pas envie d'appliquer ces garanties ? Mais parce que nous avons des lois nationales qui permettent de harceler, de poursuivre, d'arrêter et de condamner des personnes. Est-ce que c'est normal, M. Santini, que dans quelques cas, la Constitution ne soit pas au-dessus des lois, alors que c'est ce qui devrait exister? Ah, pas du tout. La Constitution, c'est la loi suprême. Elle doit être au haut du chapiteau. Il n'y a aucun problème. Sauf que peut-être qu'il y a des lois qui ne sont pas en concordance et en conformité avec les principes et les dispositions de la Constitution. Et à ce moment-là, ce sont des lois qui sont quasiment inconstitutionnelles. Des lois qui ne sont pas conformes à la Constitution. C'est Meusdir? Oui, juste, je reviens sur la justice. Écoutez, moi, je vais peut-être avoir une note dissonante. La justice n'est pas indépendante en Algérie. M. Santini a dit presque ça. Mais moi, je le dis totalement. Pour ma part, c'est mon point de vue. Oui. Oui, moi, je le dis, elle n'est pas du tout indépendante. Je dirais, elle est instrumentalisée, bien évidemment, instrumentalisée autant par la sphère politique que parfois par la sphère économique, en termes de corruption et autres. Il faut se le dire. Il y a souvent des décisions qui sont totalement iniques, qui sont aujourd'hui rendues par la justice, pour des raisons que je viens d'indiquer. Mais également, et là aussi, c'est l'appréciation du juge qui, parfois, compte tenu de ce qu'il pense, va à rebours de la loi. On peut parler de la liberté de conscience et autres, où on a eu des jugements qui sont, je dirais, en contradiction flagrante avec la Constitution. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui a été fait par les autorités sur tout cela? Alors, c'est vraiment, la justice, c'est pour moi quelque chose de fondamental. Et nous revenons encore une fois, juste encore sur cette question de la justice. Elle est aujourd'hui, elle permet un contrôle de la société qui fait qu'il est difficile de s'organiser, de faire autre chose, d'une certaine façon, de construire une alternative. Je vous prends un exemple très simple. Pour être une association, c'est la croix et la bannière. Vous ne pouvez pas être une association. Pour être un parti, c'est géré d'une façon assez, je dirais, compliquée. Or, comment voulez-vous demain mener une campagne électorale si vous ne pouvez pas avoir, vous, une parole, réunir des gens, parler du point de vue politique et associatif? Mais les partis peuvent le faire pendant la campagne électorale, c'est Meusdir. Oui, mais si vous permettez, il n'y a pas... La culture, et Santini l'a dit... C'est toute l'année. C'est toute l'année, c'est une culture. Ça s'imprime, ça s'infuse. Mais on voit les partis agréés peuvent activer, peuvent organiser des réunions. Monsieur, si vous permettez, Darani, regardez les conditions pour être un parti. Combien de partis n'ont pas été... Oui, ça c'est autre chose. Oui, non, c'est la même chose. Non, on parle de l'activité des partis qui existent. Oui, mais je parle aussi là aussi, parce que c'est la loi qui restreint tout cela. L'organisation. Si Talib Ibrahimi est mort sans avoir son parti, si Sirzeli aussi, et il y en a plein d'autres. Ali Mouflis a eu de la chance. On va parler de chance. Voilà. On va parler de chance. Et tout ça fait qu'effectivement, ça pose des problèmes. Ça nous interpelle. En tout cas, moi, je parle en tant que citoyen ici. Activité politique restreinte, est-ce qu'Amnesty en parle aussi sur l'activité des partis politiques en Algérie, Hassena Ousdir? Nous avons surtout centré nos préoccupations concernant les militants des droits humains. Bien évidemment, ce qui se passe pour les militants des droits humains sur les libertés d'expression, d'association, de manifestation, s'applique également aux partis politiques. Mais nous, en tant qu'association dont la mission est de travailler sur les droits humains, nous nous préoccupons, et à juste titre, sur les défenseurs des droits humains. Le fait que, par exemple, des avocats qui exercent leur travail pour défendre leurs clients peuvent être poursuivis par la loi. Nous avons eu des exemples cette année. Nous nous préoccupons du fait que des journalistes puissent être arrêtés parce qu'ils ont une parole libre. Et surtout, le fait que des simples citoyens, et ça j'insiste et c'est important, des blogueurs,
c'est des jeunes. Les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés par les jeunes. Il faut préciser qu'il y a toujours un blogueur qui est emprisonné aujourd'hui en Algérie. Absolument, Voilà. absolument. Est-ce que vous... Et donc là, le message principal par rapport, pour qu'il y ait des avancées par rapport à l'État algérien, il faut absolument qu'il n'y ait plus de sanctions pénales pour la liberté d'expression, d'association et de manifestation. Absolument plus. Comme pour les manifestations. Et en plus, ça contredit un principe fondamental de l'égalité de tous devant la loi. Là aussi, on ne comprend pas très bien comment une manifestation peut se passer tranquillement, la mi-février, à Béjaïa, se passer tranquillement, une manifestation pacifique pour dénoncer l'insécurité dans les rues, parce que 2 jeunes ont été assassinés. Et 2 jours après, à Alger, des étudiants manifestent, et on voit bien qu'un certain nombre ont été arrêtés. Oui, on va en parler. Le décret d'interdiction de manifester à Alger, aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi il continue à être en vigueur. Monsieur Ossodir, rapidement, avant de redonner la parole à Monsieur Santané. Très rapidement, je dirais que ce qui vient d'être indiqué, c'est véritablement lorsque je parlais d'une culture politique. Il faut différencier, parce que je rectifie un peu mon propos pour qu'on soit bien clair. Oui. Le politique et la politique, ce n'est pas juste l'activité partisane. Donc la culture démocratique, bien évidemment, c'est tout ce qui vient d'être énuméré. C'est ce que je voulais rajouter. Monsieur Santané, est-ce que c'est normal que dans l'Algérie de 2017, les manifestations soient toujours interdites dans la capitale, qu'on mette des blogueurs en prison à cause de ce qu'ils publient? Est-ce que vous en parlez au sein de la commission? Non, les blogueurs en prison, je suis contre, quels que soient les propos qui puissent susceptibles d'avoir été tenus dans le cadre de ce moyen de communication. Je suis contre, fondamentalement contre. Mais il y a ceci qu'il faut se méfier de tout systématiser. C'est peut-être de l'ordre anecdotique. Vous savez, c'est des accidents de parcours. Peut-être qu'ils ne seront pas renouvelés. C'est ce que je souhaite, moi, personnellement. C'est ce que je souhaite. Mais en ce qui concerne quelque chose de plus sérieux, c'est l'admission des partis, la constitution des partis. Ça doit être systématique. C'est très difficile aujourd'hui de se faire agréer son parti politique en Algérie. C'est anormal. Ouais. Je le dis, c'est anormal. Également pour les associations. Parce que, vous savez, mes confrères, mes amis le savent également, ici autour de la table le savent moi, il n'y a aucune société qui serait susceptible de progresser sans le travail des associations. C'est elles qui font avancer la démocratie, dans tous les pays et dans toutes les histoires relatives à tous les pays que nous connaissons. Donc, c'est quelque chose de fondamental. Il faut laisser les associations se constituer librement, activer librement, prendre des dispositions, qu'elles ne soient pas elles-mêmes manipulées de l'extérieur. Ça, c'est un danger auquel il faut veiller, mais le reste, il faut laisser, parce que c'est un vecteur de progrès. C'est un vecteur de progrès, c'est un vecteur de démocratie, c'est un vecteur qui est important dans la vie d'un pays. Voilà comment nous voyons les choses. Et quand on parle des droits de l'homme, on parle évidemment des droits des migrants. On peut dire que l'Algérie a été quelque peu épinglée ces derniers mois sur la manière dont les migrants ont été traités, notamment ceux qui ont été expulsés. Monsieur Santané, la presse en a fait ses choux gras sur cette fameuse déclaration que vous avez tenue. Est-ce que vous regrettez ces propos ou on vous donne une occasion de les clarifier aujourd'hui quand vous avez parlé notamment de sida et de maladies? Merci Gérald. Merci. Vous savez, la liberté de la presse, moi je suis pour. Moi, j'ai pour principe de faire confiance aux journalistes qui m'appellent, souvent par téléphone. C'est une journaliste arabophone que je n'ai jamais vue d'ailleurs. Elle me demande mon avis. Je dis qu'il faut traiter les migrants avec toute la dignité qu'ils méritent. Et il faut leur tendre la main, il faut les secourir. Mais en même temps, il faut quand même contrôler. Parce qu'ils sont des vecteurs qui transportent avec eux, malheureusement, des maux sociaux. J'ai vu des tas de migrants être déférés devant les juridictions correctionnelles pour escroquerie, drogue, des trucs de sorcellerie, etc. Et également des maux physiques, tels que le sida, tels que là. J'ai dit, il faut un contrôle médical. Tout simplement. Je pense que c'est un droit élémentaire pour un État, quel qu'il soit, que de contrôler médicalement les gens qui arrivent sur le territoire national. Alors, à partir de cette phrase qui est anodine,
qui n'a absolument rien de raciste, ni de discriminatoire, ni de xénophobe, on m'a imputé d'avoir, je ne sais pas, porté atteinte aux émigrés, aux migrants et à leur droit de séjourner en Algérie. Ce qui est absolument faux, ce que je n'ai jamais dit et ce que je ne pense même pas, parce que c'est complètement débile que de penser que ces gens-là, ces migrants-là, viennent ici pour, je ne sais pas, transmettre des maladies volontairement. Non, pas du tout. J'ai dit qu'il faut les contrôler, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose d'élémentaire. Je ne comprends pas comment, lorsqu'un Algérien va en pèlerinage à la Mecque, on le vaccine, on contrôle son état de santé, etc. Tout le monde trouve ça normal. Et lorsqu'un Africain vient en Algérie, il ne faut pas le toucher, il ne faut pas le contrôler médicalement. C'est absolument aberrant. Concernant la question des migrants, moi je dirais deux choses. Justement, quand il y a eu cette révision de la Constitution, il est regrettable qu'on n'ait pas inséré une clause garantissant la protection des réfugiés et des migrants en Algérie. Et je dirais que par rapport aux migrants ou aux réfugiés politiques, ce n'est pas de l'aide qu'on leur doit. L'État algérien a un devoir de protection de personnes qui fuient des zones où il y a des conflits, où il n'y a plus de travail parce qu'il y a eu des dégâts de l'environnement. Et il est inscrit dans les conventions internationales que l'on doit la protection à ces personnes qui sont menacées dans leur pays. Et je regrette qu'en Algérie, on n'ait pas de législation adéquate pour la protection de ces personnes-là, premièrement. Deuxièmement, du coup, ça les met dans une situation de très grande fragilité et d'abus de toutes sortes. Concernant maintenant la question qu'il faut leur demander, vous avez parlé d'un contrôle médical. Mais dans ce cas, Monsieur Costantini, je vous dirais, si on doit appliquer ce type de contrôle, on doit l'appliquer à tout le monde, à tous des Européens, de toute personne, et dans ce cas, pourquoi pas à tout Algérien qui va à l'étranger ou qui va en Afrique, quand il rentre, il faudrait faire un contrôle médical. Oui. On ne peut pas avoir une mesure qui est uniquement dirigée par rapport à un groupe en raison de sa couleur de la peau ou de son origine. Et c'est d'autant plus que pour l'Algérie est un pays africain. Et je suis très contente que de plus en plus les jeunes revendiquent cette appartenance par rapport à l'Afrique, qu'il y ait de plus en plus d'échanges d'artistes qui vont en Afrique. Donc, et il ne faut surtout pas oublier, en plus, que ce continent africain a beaucoup aidé l'Algérie durant sa guerre de libération nationale. La question des migrants, on va essayer de clore le dossier avec vous, Sami Ouzdir. Est-ce que l'Algérie a, selon vous, manqué à son devoir vis-à-vis de ces migrants ? Madame Benhabile, c'était sur ce plateau il y a quelques semaines. Elle avait un peu parrainé le rapatriement des migrants. Elle en assume aujourd'hui la responsabilité et elle dit que ça a été fait dans des conditions humaines. Est-ce que vous êtes d'accord ? Sur les conditions, sûrement pas. Je voudrais juste dire une chose qui me paraît aussi importante en termes de culture, la nôtre, c'est qu'on a souvent, nous, exporté nos hommes. On a été un pays d'émigration. Nous devenons un pays d'immigration. Ce qui est une donnée qui change. Déjà, le rapport à l'autre change. Ce qui a été dit est très important. Moi, je trouve aussi que l'Algérie. Alors, l'Algérie, c'est un pays dans le concert des nations. Et je m'en explique. Nous avons signé des conventions internationales dans ce domaine et dans d'autres. Il va bien falloir un jour qu'on les applique aussi chez nous, dans ce domaine et dans d'autres. Alors, pour résumer mon propos, non, nous ne les avons pas, sûrement pas bien accueillis. D'une certaine façon, on ne peut pas. Ce que nous, vous savez, lorsqu'il se passe, lorsque la communauté algérienne est à l'étranger, on s'offusque que les gens soient ramenés en charter ou autre et qu'on bafoue les droits de l'humain. Eh bien, il faut que nous aussi, lorsque ce soit des étrangers qui soient chez nous, qu'on leur assure toutes les garanties. Je ne dis pas qu'il faut leur donner un traitement formidable, mais en tout cas, il faut leur donner un traitement normal qui soit en conformité avec la loi algérienne et nos engagements internationaux. Et ce d'autant plus... Une précision. Oui. Allez-y. L'Algérie n'a pas persécuté ces migrants. Elle ne les a pas persécutés. Peut-être qu'elle ne les a pas traités au mieux. C'est possible. Mais elle ne les a pas persécutés.
Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire, parce qu'il ne faut pas oublier que nos moyens sont limités. Il ne faut pas prêter à l'Algérie, je ne sais pas quelle puissance, je ne sais pas quels moyens dont elle ne dispose pas. On a fait ce qu'on a pu. Il a été fait ce qui était possible de faire. Peut-être que cela n'a pas été fait le plus correctement du monde, mais ça a été fait. Mais on ne peut pas, à mon avis, considérer que l'Algérie n'a pas été à la hauteur de la situation dont il est question. Et le fait de les rapatrier par milliers vers le Niger? Avec l'accord de leur gouvernement, il faut bien le préciser. Avec l'accord de leur gouvernement. Mais pas avec leur accord à eux. Oui. Voilà. Écoutez, d'après ce que j'ai vu à la télévision, quand ils ont été transportés, ils n'avaient pas l'air de protester. Mais cela étant, je parle sous toute réserve parce que je n'ai pas vécu l'événement en lui-même. Non, mais ce qui était pas normal dans cette situation en termes de droits humains, c'est qu'on ait pris un groupe dans son ensemble et qu'on ait pris ces personnes de chez elles et qu'on les a descendues dans le sud. Hein. S'il y avait, et je veux bien l'entendre, parce que c'est pas parce que c'est des migrants ou des réfugiés que ça devient des anges, et on sait bien que du fait qu'il y ait des migrations, il peut y avoir des réseaux mafieux, et il est du devoir de l'État algérien aussi de démanteler ces réseaux, il aurait dû avoir un traitement individuel, de cas par cas. Hein. Ce qui a vraiment posé problème, c'est cette discrimination par groupe. Et je pense que c'est important que l'Algérie vraiment mette en place une législation nationale en conformité avec les textes internationaux, parce que, un des points positifs, M. Cransantini, c'est que l'Algérie est stable. Si nous avons des migrants et des réfugiés, c'est que nous sommes un État stable dans un environnement qui est extrêmement instable du Moyen-Orient et en Afrique. Et donc, il est à craindre, et je terminerai là, il est à craindre, et c'est la tendance générale, que de plus en plus nous aurons de migrants et de réfugiés et qu'il faut qu'on se prépare à leur assurer une protection des droits humains et surtout à les intégrer dans notre société, car je crois que, et ceci a été démontré dans de nombreux pays, l'immigration d'individus d'autres pays enrichit la société d'accueil. Le dernier mot pour vous avant de passer à autre chose. Très rapidement, permettez-moi, ça m'amène à vous confier cette réflexion. Ouais. On dit qu'on a traité les migrants en tant que groupe et non pas en tant qu'individu. C'est très intéressant. Pourquoi? Permettez-moi, je m'excuse de revenir à notre réalité algéro-algérienne. Pourquoi? Parce qu'ici aussi, on traite les gens en tant que groupe et non pas en tant qu'individu. L'individu, c'est déjà la première étape vers la citoyenneté. Et ce combat que l'on peut mener effectivement pour l'autre et non pas pour le groupe de l'autre, il est aussi aujourd'hui, ici et maintenant, celui de l'individu et surtout du citoyen. Une des grandes, je veux dire aujourd'hui, un des grands enjeux du débat politique et culturel, c'est l'émergence d'un citoyen. Et qui dit citoyenneté dit droit et devoir. Je suis d'accord dans l'ensemble, mais il ne faut pas idéaliser la justice, il ne faut pas idéaliser l'Algérie. Il y a des choses qui sont faites, qui ne sont pas parfaites, mais il y a des manquements, c'est dans l'ordre des choses. On passe à présent à un autre thème de Place au débat ce soir. Il a beaucoup alimenté les polémiques, les débats, la presse en a parlé, c'est les Ahmadiyya, celle qu'on appelle la secte de l'Ahmadiyya, un groupe de musulmans avec des coutumes et des us différentes des nôtres. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur cela. Nous allons en parler tout de suite après un résumé de cette polémique. Voici le sujet de Amal Bouazza. Al-Ahmadiyya, vous en avez sans doute entendu parler, puisque le sujet a fait couler beaucoup d'encre dernièrement. Considéré le plus souvent comme une secte, Al-Ahmadiyya, qui s'associe à l'islam, est devenue une affaire centrale qui fait partie des préoccupations de l'État algérien, selon ce qu'avait indiqué Mohamed Issa, ministre des Affaires religieuses et des Waqf, sur les ondes de la radio nationale. Ils disent qu'il s'agit d'un mouvement musulman. Si c'est le cas, ils doivent se plier aux décisions des savants de l'islam. Selon Mohamed Issa, des conseils scientifiques se sont réunis à Al-Rouat et ont conclu que les principes sur lesquels se base cette secte ne sont pas des principes islamiques. On veut que les musulmans sachent que l'appartenance à Ahmadiyya est une appartenance à un cercle non musulman. Il est à rappeler que 7 membres de la dite secte Ahmadiyya ont été arrêtés le 17 janvier par les services de la gendarmerie nationale dans la commune de Saoula. Par ailleurs, les services de sécurité de la wilaya de Chlef avaient procédé à l'arrestation du chef national de la dite secte Ahmadiyya, de son adjoint et de 10 de leurs acolytes. Interrogé sur ces arrestations, le ministre des Affaires religieuses Mohamed Issa
avait rétorqué « Mon département pourrait ne pas être au fait de certains éléments », tout en rappelant les mises en garde du président de la République à travers ses discours sur les tentatives de division des pays musulmans, une division qui détruit l'État national et l'héritage civilisationnel. Bien sûr, d'autant plus que la liberté du culte en Algérie a toujours existé déjà au temps colonial. Et après, n'oublions jamais que la liberté du culte est garantie par la constitution algérienne et je vous apprends rien. Donc s'il y a des mosquées et des églises et des synagogues, comme toujours, je ne vois pas pourquoi qu'on n'est pas pour la liberté du culte. Il faut être tolérant dans la vie, les Algériens sont tolérants, sont solidaires et l'Algérie est plurielle. Je suis pour la liberté du culte en Algérie. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est le seul moyen pour qu'il y ait une stabilité dans ce pays. Et si on aime notre pays, on est obligé d'opter pour la liberté du culte. Même si c'est un pays musulman, ou les autres religions, c'est Michel Billah qui les c'est des religions. Il n'y a aucune personne qui peut juger un être humain, sauf le bon Dieu. En tant que musulman, moi je ne vois pas aucun problème si quelqu'un pratique le judaïsme ou le christianisme. En deuxième lieu, je suis un Algérien, je reconnais la constitution algérienne. Il y a un principe constitutionnel, la liberté du culte est garantie. La liberté de culte est garantie, c'est-à-dire la liberté du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Moi, je ne veux pas aucun problème si un de mes amis pratique une autre religion. Je ne suis pas pour. Pourquoi ? Parce que nous sommes un pays musulman, tout simplement. L'Algérie, c'est connu que c'est un pays musulman. Ils ont le droit de croire des autres religions et tout. Mais pour moi, juste croire, pas l'appliquer. Pas pratiquer cette religion-là en Algérie. Alors on parlait de constitution. Dans la constitution algérienne, il est précisé que la liberté de culte est garantie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, la liberté de culte garantie ? Ça veut dire que tout Algérien a le droit de choisir sa propre religion, c'est bien ça, Hassina Ouzdir ? Absolument. Ça rentre tout à fait dans le cas des libertés d'expression, c'est-à-dire tout individu a le droit de choisir la religion qu'il veut pratiquer. Et donc en Algérie, nous avons cette garantie constitutionnelle. Nous avons aussi le fait que l'islam est religion d'État. Donc il est important que ces libertés de religion soient respectées. Et d'ailleurs, actuellement, nous avons le cas de Slimane Bouahna qui est arrêté parce qu'il est devenu chrétien. Outrage à l'islam. Et là, c'est pareil, quand je parlais tout à l'heure de dispositions qui prêtent à des abus, on a une garantie constitutionnelle, mais on a une disposition qui dit outrage à l'islam, et donc on peut arrêter une personne. Maître Santene, un Algérien devient chrétien, on le jette en prison. Est-ce que c'est normal aujourd'hui ? Non, ce n'est pas normal. Il a la liberté de ses convictions religieuses. Ce n'est pas un outrage au sens juridique du terme. Outrager une religion, c'est... Mais c'est les juges qui extrapolent. Donc pour un juge, quand un Algérien devient chrétien, l'extrapolation mène vers l'atteinte à l'islam, ce qui n'est pas vrai. Mais c'est une mauvaise application de la loi, tout simplement. Qu'il choisisse, qu'il ait des convictions devenues chrétiennes, ce n'est pas un outrage à l'islam, pas du tout. L'outrage à l'islam, c'est autre chose. C'est lorsqu'on insulte cette religion, lorsqu'on veut la rabaisser, lorsqu'on veut la déshonorer, lorsqu'on veut en changer la philosophie. Donc tout cela, ça procède, à mon avis, de l'analyse judiciaire grossièrement inexacte. Et c'est incompréhensible. Vous refusez qu'on dise que les migrants sont persécutés. Est-ce que vous reconnaissez que les membres de l'Ahmadiyya, eux, sont persécutés, Maître Santene ? Non, je les ai reçus il y a une quinzaine de jours. Les membres de la secte Ahmadiyya ? Oui. Je n'ai pas très bien compris leur discours, honnêtement. Ils m'ont dit, nous, notre islam n'a strictement rien de différent de l'islam qui est pratiqué ici en Algérie. L'islam sunnite. L'islam sunnite. Oui. Et je disais, alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui change ? Non. Bon, j'ai compris qu'il y a une chose, c'est qu'il existe actuellement, et depuis tout longtemps, un islam asiatique. Comme il existe un islam maghrébin, comme il est en train de se former un islam européen, et plus exactement un islam français, en terre française. Mais la différence, moi, je ne l'ai pas très bien compris parce qu'ils ne me l'ont pas expliqué. Maintenant, moi, je leur ai dit, si c'est le même islam, pourquoi aller s'en inspirer
Ailleurs, nous avons ici de quoi faire. Bon, ils ne m'ont pas répondu à cette question, mais je leur ai dit, sur le plan des principes, si vous êtes des musulmans comme vous prétendez l'être, vous devez échapper à toute discrimination et à toute poursuite. Ça, c'est mon avis. Maintenant, il y a peut-être quelque chose qui ne m'a pas été exposé, qui demeure obscur, je ne peux pas répondre. Les membres de l'Ahmadiyya vous ont rencontré pour que vous portiez un peu leur parole, pour que vous preniez leur défense en tant que président de la Commission des droits de l'homme? Exactement, c'est à ce titre-là. Je leur ai demandé de me faire une requête qu'ils m'ont faite 2 jours plus tard, que j'ai transmise acquis de droit, mais je n'ai pas exactement compris ce qui les anime. Mais est-ce qu'eux se sont plaints de persécution, Maître Santani? Non, ils en avaient peur. Ils en avaient peur. À l'époque où ils étaient venus me voir, ils m'ont dit qu'ils sentaient qu'il y avait à leur encontre un courant hostile. Bon, mais à l'époque, il n'y avait pas d'arrestation, il n'y avait pas d'interpellation. Donc c'était préventivement qu'ils étaient venus me voir. Bon. Mais encore une fois, ils ne m'ont pas très bien expliqué, si vous voulez, le fond de l'affaire. Oui, on ne comprend pas très bien un peu les dessous de l'affaire d'Al-Ahmadiyya. Maître Santani les a reçus, mais c'était avant cette vague d'arrestations, puisque 12 membres ont été arrêtés, notamment par la police Ashlef. Est-ce que la secte Ahmadiyya fait peur aujourd'hui en Algérie? Si vous permettez 2 choses préalablement. Vous avez parlé effectivement des juges et les condamnations. Je pense que c'est ce que j'ai dit au début. Dans le cadre religieux. Oui, tout à fait. C'est l'extrapolation, c'est oui, ça? Mais totalement. C'est comme un Algérien qui mange pendant Ramadan, on le condamne parce qu'on extrapole l'article. Oui. Dans la première partie de l'émission, j'avais dit qu'effectivement, les juges prenaient des décisions contraires à la loi. Le grand problème, c'est que dans la hiérarchie des normes, on a parlé de la Constitution, il y a surtout, dans l'application des lois, je dirais, l'esprit du juge, qui parfois est en contradiction avec la Constitution. On a l'inverse, c'est le juge qui décide parce qu'il considère que c'est une atteinte à l'islam ou autre, d'une certaine façon. Ce n'est peut-être pas fondé ou fondé, mais c'est d'abord, d'une certaine façon, son jugement personnel. Et ça, ce n'est pas possible dans un État de droit. C'est la première chose. Deuxième chose, on a parlé d'idéalisme. Je ne suis pas idéaliste. C'est parce que je suis exigeant avec mon pays. Il faut différencier la chose. Et c'est très important. On ne peut pas être dans le relativisme compte tenu de la situation. Il faut être exigeant. Être exigeant veut dire aussi connaître la réalité. Il faut faire la différence entre les 2 choses. Enfin, sur les Ahmadis, il faut savoir que d'abord, l'OCI, l'organisation de la conférence islamique, les a décrétés non musulmans en 1973. Ce qu'on ne dit pas dans le débat. Non musulmans. Non musulmans. Donc c'est un débat politique déjà qui a déjà secoué le monde arabe il y a déjà 40 ans. Il arrive chez nous. La secte Ahmadiyya, aujourd'hui, d'après les informations que j'ai, c'est de 200 à 2000 personnes en Algérie. Comme plus de 40, on est quasiment 41 millions d'Algériens. Vous voyez ce que ça peut représenter. Alors, premièrement, effectivement, si c'est aux raisons de leur culte qu'on les interdit, je dirais, c'est un outrage à la Constitution, puisqu'il a été dit sur ce plateau-là que la liberté de culte est garantie par la Constitution. Si c'est pour d'autres raisons sécuritaires, puisqu'il semble que ça serait ça, eh bien qu'on les pose sur la table. On les pose sur la table. Maintenant, parce que c'est une secte, je dirais que malheureusement, il y a plusieurs sectes musulmanes qui sont aujourd'hui en Algérie. Dans ce mode-là, on peut considérer que les wahhabites sont aussi une secte. Oui. D'accord. Les Ahmadites sont persécutés aujourd'hui, même Maître Santani les a reçus, ils se plaignent Ils ont peur pour leur sécurité, et là on apprend qu'ils ont été déclarés non musulmans depuis très longtemps par l'OCI. C'est la liberté. Qu'est-ce que dit la liberté de religion, de pratique, de culte? C'est chacun de nous qui, après, peut choisir sa pratique politique, religieuse. En Algérie, nous avons aussi déjà des pratiques qui sont différentes. Nous avons des Aouïas qui sont différentes les unes des autres. Donc il y a aussi une pluralité dans l'islam. Et cette pluralité de l'islam fait que ce courant, qui est un courant minoritaire... En Algérie, Hassan Ouzder, on n'accepte pas la pluralité dans l'islam. Si vous n'êtes pas sunnite, vous êtes très très mal perçu. En Algérie, la société a un regard très négatif sur les chiites, qui sont des musulmans comme tout le monde. Alors imaginez si c'est d'autres pratiques et d'autres courants. Justement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des pratiques religieuses
qui peuvent être pluriels, qu'on peut comprendre ou pas comprendre, chacun de nous, être d'accord ou pas, selon sa propre conviction. Mais si on est dans une liberté d'expression et une liberté de culte, chaque personne a cette liberté. Et c'est pour ça que c'est... Donc, si on le voit du point de vue de liberté de religion, il n'y a pas lieu de les persécuter. Maintenant, s'il y a des problèmes sécuritaires, parce qu'employer le mot secte, c'est déjà une qualification. Donc, il faut amener la preuve que c'est une secte et qu'elle porte atteinte à la sécurité. Donc, ça, c'est important de le noter. Oui, je rajouterais une chose, moi, qui me paraît importante dans ça. Et vous avez raison de dire qu'effectivement, nous sommes des sunnites malikites. En fait, nous avons un rapport à l'autre qui est très compliqué, à la différence. Et on est passé d'un unanimisme politique, l'Hizb al-Wahid, c'est une culture avant tout. C'est une pratique, mais également une culture. Nous avons gardé dans notre société l'unanimisme. Nous devons être tous pareils. Or, l'homme est pluriel, les sociétés sont plurielles. D'une certaine façon, nous ne sommes pas tous les mêmes. Et ça, je dirais, autant le pouvoir politique, mais aussi le travail de la société. Là, on revient à la question de la citoyenneté. Et ça, pour moi, c'est le véritable combat. Parce que tout ce dont nous parlons, effectivement, il y a les lois, mais il y a aussi la pratique dans la société. Et là, permettez-moi juste de faire, quelque chose qui me paraît essentiel, c'est que malheureusement, cet unanimisme, je dirais, cette vision très conservatrice de la société, mais c'est parce que, d'une certaine façon, tout ça nous est inculqué déjà depuis l'école. Il y a une vision totalement fermée de la société. Donc tous ces débats, d'une certaine façon, donnent résonance à des débats très algériens sur le fond de notre société et surtout sur notre pratique politique et religieuse. Alors, oui, Maître Santini, allez-y. Une petite observation. Il faut faire en sorte que l'Algérie ne devienne pas la République des juges. Ce n'est pas les juges qui gouvernent. Vous êtes avocat, donc vous les affrontez chaque jour. Oui, mais ce n'est pas eux qui doivent gouverner. Oui. Ce n'est pas avec tous les respects qu'on leur doit. Mais il faut également, sur le plan religieux, que l'Algérie se protège. Je m'explique. Nous avons laissé le wahhabisme s'infiltrer dans notre pays. Ça a donné ce que ça a donné. Ça a donné ce que ça a donné. Donc, si nous avons une attitude, si vous voulez, défensive, une attitude un peu méfiante à l'égard de cette secte, je ne sais pas si c'est une secte, en tout cas, c'est tout à fait naturel parce que chat échaudé craint l'eau froide. Est-ce que pour vous, le wahhabisme constitue un danger pour l'Algérie aujourd'hui ? Ben oui, juste pour aujourd'hui, l'Algérie d'hier, d'aujourd'hui et de demain, parce que c'est un danger en soi, un danger incommensurable et planétaire. Planétaire, le wahhabisme a fait des dégâts partout. C'est très simple, a fait des dégâts partout. Je peux me rajouter quelque chose par rapport... C'est nous dire d'abord sur le wahhabisme. Bien évidemment, et là je souscris à ce qu'elle vient de dire, ça a été un danger. Alors comment on aborde tous ces dangers-là? Ça nous pose une question aujourd'hui. Et je rajoutais juste une chose. Oui. Je pense qu'à la liberté de culte s'ajoute la liberté de conscience. On l'oublie. Tout le monde, il y a des Algériens qui ne croient pas, mais ce sont des Algériens. Ce qui fonde l'Algérien, c'est la citoyenneté. Il peut croire en ça, et parfois ne pas croire. Ne jugeons pas l'autre. Je voulais revenir au début de l'émission, quand je vous ai dit que Amnesty International a bien noté une diabolisation de l'autre dans les discours des dirigeants et que ces discours, après, aboutissent à des politiques qui font que certains groupes sont des boucs émissaires. Donc, cette tendance internationale, elle a comme un effet de domino qu'on voit au niveau mondial. Et il est important aussi donc, que l'Algérie, que nous soyons, et nous militants des droits humains, journalistes, que nous soyons très attentifs à ce qu'il n'y ait pas de la stigmatisation et de la diabolisation de certains groupes. Et Nelson Mandela disait que priver de droits fondamentaux des personnes, c'est les priver de leur humanité. Nous sommes une humanité. Et je vais vous faire réagir maintenant sur quelques sujets qui ont marqué un peu l'actualité politique cette semaine. D'abord, l'attentat de Constantine de dimanche soir, un attentat déjoué. Un mot sur l'attentat de Constantine, Sami Ouzdir. Écoutez, l'attentat de Constantine nous rappelle bien évidemment que le terrorisme est encore aujourd'hui... Qui n'est pas résiduel ? Qui n'est pas résiduel, mais je dirais, il faut faire très attention.
il faut faire très attention à ce que ce terrorisme-là ne serve pas aussi à dire on ferme le jeu, vous savez, il faut éviter le chaos. Il ne faut pas qu'il soit instrumentalisé. Il faut que nous soyons conscients de la situation, mais il ne faut pas que ce soit un prétexte pour continuer à fermer le jeu politique. Attentat de Constantine. Le terrorisme peut renaître de ses cendres. Mais ce que je retiens, c'est que la police a reçu une formation adéquate qui a fait en sorte que, grâce à l'intervention du policier, l'attentat n'a pas été dommageable. Je voudrais d'abord présenter mes condoléances à la famille des policiers, puisque c'est dans leur exercice. Il n'y a pas eu de policier mort à ma connaissance. Ah, il y a eu un seul mort, c'est le terroriste. Alors je confonds, Voilà. excusez-moi. Non, donc, mais par contre, il est important que cet attentat y ait une enquête complète pour bien situer les responsabilités. Parce que Amnesty International, c'est vrai que nous dénonçons les manquements des États, mais nous dénonçons également des atteintes des droits humains qui viendraient de groupes armés ou d'individus. Donc cet attentat est une atteinte à la violation des droits humains. Le fameux policier qui a giflé un étudiant en pharmacie à la place de la Grande Poste à Alger Centre, le ministre de l'Intérieur a réagi. C'est une première que le ministre de l'Intérieur réagit à une violence commise par un policier. Est-ce que c'est un pas positif, selon vous? Extrêmement positif, parce que nous condamnons toute violence d'où qu'elle vienne. Permettez-moi juste un peu d'ouvrir la focale. Ce qui est assez étonnant d'une certaine façon, c'est que d'abord aujourd'hui, on ne peut pas, même des étudiants ne peuvent pas manifester. Quand je vois que lorsqu'il y a des gens... À Alger, personne ne peut manifester. Voilà, mais attendez, c'est pas tout à fait juste, laissez-moi vous dire pourquoi. Lorsque vous voyez des gens qui déferlent du stade 5 juillet tout cassé, il y a toujours des policiers. Oui, mais vous avez vu tout ce qui casse. On arrête qui? Ouais. Quasiment personne. Or, ce pauvre étudiant, ce jeune étudiant, passez-moi cette expression, c'est pas. Mais c'est positif que le ministre de l'Intérieur. Bien évidemment que c'est positif, mais permettez-moi aussi de revenir à une réalité. Oui. On ne peut pas se suffire de dire, effectivement, il y a une enquête qui est ouverte. On salue ça, mais il faut revenir à la situation. Pourquoi on en est là? Merci à vous tous d'avoir été nos invités. Nous n'avons plus de temps. Merci Hassina Osdir, directrice de Amnesty International Algérie. Merci Sami Osdir, vous êtes le coordinateur de Ibtikar Algérie. Maître Fador Santani, merci d'être venu. Vous êtes le président de la Commission nationale de promotion et de protection des droits de l'homme, futur président du Conseil national des droits de l'homme. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous comme d'habitude vendredi prochain.